déjà, bonjour à tous. Vous m'entendez tous bien correctement? Donc ce sera en partie en français, en partie en anglais. Voilà, vous avez la possibilité de suivre. On a perdu un panéliste, donc on vous demande quelques secondes. Non, on commence avec Renaud Vedel. On va le retrouver. Ouais. Maël est parti le chercher, il est là. Voilà, donc bonjour à tous. Moi je viens d'arriver, donc je ne vous ai pas encore tous bien vus. On est donc sur la dernière session pour la partie Génération IA 2030. Pour vous présenter les différents écosystèmes et l'importance d'avoir des écosystèmes sur l'intelligence artificielle. Donc on a un panel de chercheurs, professeurs, représentants du gouvernement de France et de Belgique. Belgique partie wallonne, bruxelloise et flamande. Donc on va voir l'importance d'agir ensemble. Donc voilà, j'ai cité plusieurs nationalités, mais je suis convaincue que ce sont avant tout des Européens qui connaissent l'importance d'agir ensemble pour l'intelligence artificielle et d'être cette force de frappe nécessaire aujourd'hui pour faire briller la recherche et les impacts de l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc nous allons commencer avec Renaud Vedel, qui est directeur de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle en France. Auparavant attaché au ministère de l'Intérieur, maintenant au ministère de l'Économie et des Finances. Vous présentez aujourd'hui l'écosystème français, notamment le hub FranceIA. Donc voilà, je vous cède la parole sur la présentation de cet écosystème. J'aurai une petite question après pour vous sur les challenges du hub FranceIA. Pardon, j'avais une présentation un peu plus large, parce que je ne suis pas le représentant du FranceIA, mais en fait, je vais présenter les trois types d'écosystèmes, c'est-à-dire l'écosystème d'enseignement supérieur, l'écosystème de recherche et l'écosystème, on va dire, entrepreneurial. Alors, peut-être sur l'écosystème entrepreneurial, c'est la dernière slide que j'avais préparée. Oui, on a des slides. Hein, mais bon, peu importe. Ils vont les mettre. Donc, en fait... Celle-là. Alors, c'est pas dans l'ordre. Oh, c'est pas très grave. On va trouver, vous inquiétez pas. Comme ça, vous aurez déjà un teasing pour la suite. Voilà. Donc, commençons alors par ce qu'on appelle les centres d'excellence, ou en tout cas les centres de compétences. Comme vous le savez, le rapport Villani avait souhaité qu'on structure, un peu comme ça se fait d'ailleurs à l'étranger, il n'y a pas d'originalité forte, et ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Chine, hélas. Enfin, pas hélas, mais ça se fait beaucoup en Chine, ça se fait dans... Enfin, c'est nos compétiteurs, c'est pour ça que je dis hélas, parce qu'ils vont très vite. Ça se fait dans beaucoup de pays d'Europe. Et donc, il y avait cette idée d'institut interdisciplinaire de l'IA ou équivalent, structurés en réseau. Donc il y en a eu 4 qui ont été labellisés en 2019. Donc parmi eux, Prairie, qui est Paris Sciences et Lettres, Dauphine, l'École nationale supérieure. Vous avez MIA, tout l'écosystème grenoblois. Vous avez 3IA Côte d'Azur. Et puis vous avez Anity à Toulouse. À chaque fois, ce sont des consortiums rattachés à un établissement, en général l'université de référence, mais avec des écoles d'ingénieurs, mais avec d'autres universités et avec des centres de recherche, etc. etc. Et puis, vous aviez déjà, mais je ne vais pas déflorer le sujet, un institut Convergence à Paris, donc qui a un équivalent, voire même plus gros que les autres. Et puis, vous avez 2 autres centres qui ont émergé depuis, donc il n'y a pas de raison de ne pas les prendre en compte, notamment l'alliance entre le groupe de Polytechnique et la Sorbonne, et HEC, pardon, et la Sorbonne. Donc, vous avez 7 centres, et là, il y a forcément
sur des sujets thématiques. À mon avis, plein de relations à nouer avec les universités et les écoles d'ingénieurs belges. Et donc, moi, je souhaite qu'effectivement, il y ait cette rencontre qui se fasse. On avait déjà eu une merveilleuse soirée à Paris en novembre. Voilà. Donc, en tout cas, vous les connaissez, vous pouvez vous référer à la slide, tout ça est présenté. Le deuxième type d'écosystème qu'on a, alors évidemment, ces centres travaillent avec les ORT, les organismes de recherche, CEA, INRIA et aussi le CNRS. Et puis après, vous avez les regroupements, je dirais, entrepreneuriaux. Donc là, c'est la deuxième slide suivante, enfin la deuxième ou la troisième. Et je m'arrêterai là dans la présentation. Là, c'est un peu compliqué, on verra plus tard s'il y a une question. Donc là, ce sont les écosystèmes, je dirais, entrepreneuriaux. Donc vous avez d'abord notre association nationale des startups, toutes startups confondues, pas que l'IA, mais ils ont une commission IA et ils font notamment un mapping chaque année. Je vous invite à aller le voir. Il y a, désormais, dans le dernier mapping, il y a 502 startups françaises en IA qui sont classées par type de domaine d'application. Donc vous pouvez aller regarder si vous cherchez des correspondants. Voilà. Il y en a 118 qui font du TAL. Ensuite, vous avez le Hub Francia, qui est un autre regroupement, mais qui travaille en partenariat, et qui est vraiment centré technologie. En gros, toutes les infrastructures pour l'IA, depuis le traitement de données jusqu'aux applications métiers, etc. Et donc, ça, c'est une association qui est vraiment spécialisée sur l'IA et qui a notamment noué aussi des relations avec d'autres centres européens, comme la KI, je ne sais plus comment l'association allemande KI quelque chose, la Deutsche NL Coalition, le Croatia, enfin en Croatie, AI Sweden et autres. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le réseau des French Tech. Le réseau des French Tech, c'est un réseau qui a été sponsorisé par l'État qui consiste à organiser des programmes d'accompagnement d'entreprises de start-up pour les faire monter en maturité entrepreneuriale, les faire grossir, et puis donc autour notamment de stations F et accès directement aux services publics. Et ensuite, vous avez une UM qui est plutôt la filière numérique, mais qui elle aussi se met à l'IA, et donc il n'y a pas de raison que les grands acteurs non plus se transforment pas. Et puis enfin, vous avez les grands industriels français qui eux aussi doivent conduire leur transformation. Donc voilà, vous avez un écosystème qui a 5 branches, ça a l'air un peu compliqué, mais en réalité, c'est une organisation assez logique, puisqu'il y en a qui sont les fers de lance nouveaux, et puis d'autres qui sont plutôt des gens qui se transforment. Voilà à peu près pour une présentation rapide de l'écosystème français. Merci. Et donc, avec ces 5 branches, on peut voir les connexions entre elles en France. Avez-vous mis des outils en place pour centraliser l'information au niveau de la France, pour rayonner au niveau de l'Europe? Comment vous faites vivre cet écosystème? Alors, c'est en devenir. On souhaite faire comme vous des rencontres régulières. Donc, on a fait l'année dernière la Paris AI Week. Il y avait l'idée en France d'organiser 2 temps forts. Un temps fort plutôt au printemps autour du salon Vivatech qui attire beaucoup de talents internationaux. Il y a beaucoup de visibilité, mais qui est plutôt un salon orienté application, usage, technologie, donc commercial. Et puis un rendez-vous en automne qui était plutôt tech avec des spécialistes, des experts. Et donc pour l'instant, c'est autour de la Paris AI Week que ça se présente. Après, vous avez, dans le cas de votre question, il y a peut-être un sous-entendu, je ne sais pas. En tout cas, c'est légitime. On n'est pas encore suffisamment structuré pour que tout le monde travaille ensemble. Et c'est pourquoi la deuxième partie de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, adoptée en novembre, a prévu des crédits annuels pour ce faire. Et donc, on lancera prochainement un AMI pour améliorer encore, je dirais, l'urbanisation. Mais l'idée, c'est qu'on ne réinvente pas une marque de plus et qu'on travaille probablement dans le cadre de la French Tech. Mais il faut d'abord en parler, en discuter. Et je ne peux pas préempter le sujet. Merci. On va passer au second panéliste pour vous laisser un peu de temps aussi pour les questions après. Donc la transition est facile puisque donc je vais me permettre de présenter Nathanaël Ackerman, directeur général d'AI for Belgium, responsable de l'IA et de l'innovation au service public fédéral BOSA. Alors le lien est évident puisque Nathanaël était initiateur du Hub Francia quand il était en France, et puis il a créé, répliqué le modèle avec ses spécificités belges en Belgique. Donc Nathanaël, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les spécificités belges sur ce type d'écosystème et voilà, les ponts aujourd'hui faits au niveau de l'Europe? Merci pour la question. Alors, je dirais que dans le Hub Francia, comme ça a été expliqué, donc il y a vraiment une connexion entre les grandes entreprises et les startups.
et peut-être la dimension service public manquait. Donc j'espère que la France va pouvoir intégrer tout ça, parce que c'est ça la vision, je pense, qu'il faut atteindre. C'est vraiment une quadruple hélice, un écosystème d'innovation complet. Et c'est ce qu'on essaie d'implémenter en Belgique, en réalité. Alors en Belgique, la politique est un peu différente. Donc il y a des régions qui ont les compétences sur les questions d'innovation, sur les questions liées à l'intelligence artificielle. Donc chacune des régions a son propre plan. Et donc on vient avec un branding qui est i4 Belgium, qui est une coalition de fait de l'ensemble des acteurs de manière bottom-up. Et on vient pour soutenir les régions, mais aussi pour donner l'impulsion à l'international. Et l'idée, quand on a lancé le Francia, qui était en fait un peu le résultat de la pré-étude du rapport Villani, c'est que on s'est dit, dans tous les pays d'Europe, il faut qu'il y ait une coalition, qu'on se structure, qu'on connaisse nos forces et faiblesses, et qu'à partir de là, on construise l'Alliance européenne de l'IA. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui sont dans les notes ministérielles en 2016, 2017, et puis qui se construisent progressivement. Et donc ce qu'on a fait en 2018, enfin pour la petite histoire, c'est qu'on a organisé en tant que hub Francia avec la Commission et avec Eurail, donc c'est l'association de tous les chercheurs, je dirais, en intelligence artificielle au niveau européen, la première session en janvier à la Commission européenne sur un mapping qu'on avait réalisé en France pour dire, voilà, il faudrait commencer par savoir ce qu'on a. Et il faut toujours commencer par ça. Donc on est en contact avec le JRC, par exemple, au niveau européen. Et on a produit ce travail aussi en Belgique. Quand on a lancé ce plan AI4 Belgium, on a aussi soutenu et aidé les régions à essayer d'identifier leurs forces et faiblesses. Et à partir de là, on crée les alignements, on crée des opportunités de rencontre, on joue le rôle de hub, c'est-à-dire mettre en relation les gens, aller chercher des financements aussi, partager l'information. Et voilà, donc il y a un certain nombre de choses aussi par rapport aux relations internationales. Bien sûr, on renvoie chaque fois vers les régions qui ont ces compétences, mais c'est d'un point de vue international, c'est aussi simple d'avoir, je dirais, un point de contact identifié qui permet de relayer par rapport à la complexité belge. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je ne sais pas, est-ce qu'il a bien répondu? Voilà, est-ce que c'est clair? Voilà. Et donc, on est un acteur de soutien. On va chercher des financements. Donc là, pour l'instant, les financements viennent des régions, mais on arrive à travers AI4 Belgium en tant que tel aussi à générer, par exemple, ce genre d'activité par des partenariats, par de la contribution in-kind et par cette approche bottom-up qui est, à mon avis, la clé des écosystèmes innovants. Ok, merci Nathanaël. If we can switch in English now, it's okay? On va passer à l'anglais si vous voulez bien, si ça vous convient. Alors, je vais maintenant vous présenter Hans de Kank, qui est responsable du centre d'expérience sur l'IA à l'EUB, donc l'une des universités belges. Il est également directeur de FARI, un nouveau centre de recherche sur l'IA à Bruxelles qui se partage entre la VUB et l'ULB. Vous êtes également le président belge du réseau Clair, donc il s'agit de plusieurs écosystèmes que vous gérez, que vous essayez de faire en sorte que toutes les thématiques soient traitées. Est-ce que vous pouvez nous parler du FARI et des raisons pour lesquelles c'était important de créer le FARI à Bruxelles? Vous avez des slides, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous avons utilisé Bruxelles comme point de départ. Évidemment, Bruxelles, c'est plus petit que Paris, mais c'est quand même une ville importante. Et quand on regarde un petit peu l'écosystème numérique, par exemple, eh bien, on peut dire que 25% des emplois numériques ou des emplois dans l'industrie sont situés à Bruxelles. Un tiers même des startups technologiques viennent de Bruxelles. Et il y a également beaucoup d'entreprises des technologies de l'information et de la communication. Donc on a une grande activité DTIC ici, à peu près 90% de l'économie est dans le secteur tertiaire, ce qui veut dire aussi que lorsque l'on se penche sur l'innovation, sur l'IA, eh bien tout cela est centré sur le secteur orienté vers les services, la santé, l'administration publique. Et bien sûr, vous savez également que Bruxelles est aussi la capitale de la gouvernance publique et du flux de données et de l'administration publique.
donc responsable des régions, de la région belge. Donc il y a beaucoup d'activités déjà qui se déroulent à Bruxelles. Et tout cela permet également de venir en appui de différents partenaires situés à Bruxelles, partenaires qui eux-mêmes fournissent un appui et motivent l'innovation, motivent les innovateurs dans différents écosystèmes, pas seulement pour la région Bruxelles-Capitale. On voit également qu'au niveau de la ville, des initiatives sont prises pour les villes intelligentes. Il y a des initiatives privées également. Il y a Tour et Taxi, où il y a beaucoup d'entreprises qui sont réunies. Donc il y a beaucoup d'entreprises dans le système, entre guillemets, et on voit vraiment qu'on commence à créer des alliances aussi. On n'en est pas encore à une grande alliance. C'est plutôt les petits candidats qui commencent à travailler de concert avec les institutions de recherche. L'ULB, VLB a un département. On a établi en 93 des recherches sur l'IA. On a une longue tradition donc de recherche sur ce domaine, et nous explorons, nous utilisons ces recherches pour les traduire en entreprise, pour les concrétiser un petit peu. Donc depuis 2016, l'administration travaille sur l'innovation. Nous avons dépensé plus de 30 millions dans des projets d'IA, des projets collaboratifs avec des entreprises et avec l'administration du secteur public. Et on s'est rendu compte que le moment était venu en fait d'obtenir également les compétences de l'ULB, donc de l'entreprise, de l'université francophone et de la VLB néerlandophone, pour joindre leurs forces, pas seulement sur l'IA, mais aussi sur d'autres domaines qui sont importants, avec d'autres gens qui ont une expertise en matière d'IA, notamment en ce qui concerne les applications et les sciences sociales. Donc voilà ce qui nous amène au plan de relance et au financement de la Commission européenne. Nous avons été en mesure d'établir et de lancer un travail. Nous avons un institut qui est à l'interface entre la recherche économique et l'industrie, l'administration publique et l'ensemble de l'écosystème bruxellois. Et on se concentre vraiment sur l'AI et le développement durable, et l'AI et l'urbanisme. Donc l'écosystème bruxellois est également le point de départ pour un certain nombre de défis sociaux et sociétaux que l'on souhaite relever, et nous souhaitons le faire ensemble, main dans la main, avec les citoyens. Donc l'initiative se concentre vraiment sur l'idée de rendre possible des recherches dans la vie réelle, avec des expériences et des sites différents, pour permettre aux citoyens de contribuer à la co-création de ces projets et de participer à plein au processus d'innovation. L'idée, c'est également de faire en sorte que donc, la région Bruxelles-Capitale a essayé de rassembler des écosystèmes pour participer à un projet d'innovation, de hub d'innovation au niveau européen. Les instruments européens seront clés pour le développement de l'IA. Donc nous travaillons avec Agoria et Ciris notamment, et Bicentral, qui est un hub central à Bruxelles. Nous allons établir sur le même site le hub d'innovation européen qui vise vraiment à aider les PME à effectuer leur transition vers le monde numérique. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'IA pour rassembler ces acteurs et créer différentes interfaces pour accélérer cette transition numérique qui va être très importante et alimentée, elle aussi, par l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, si pour autant que ce soit important, d'avoir un écosystème comme IA pour la Belgique en Belgique, IA for Belgium, AI for Belgium en Belgique? Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'initiatives qui partent du bas et qui remontent en fait. Et ça a été un peu surprenant au début, je pense, d'AI for Belgium. On a vu qu'il y avait un grand enthousiasme. Il y a vraiment beaucoup de gens, et ce dès 2019, qui souhaitent alimenter cet écosystème, l'animer, et qui ont réussi à modifier même l'agenda politique, le programme politique. On en parle de plus en plus avec
différents champs d'application, et je pense que les rôles des différentes thématiques, des différents groupes de travail ont été particulièrement importants. On sait que c'est aussi très bien organisé. AI for Belgium a besoin d'experts de différents domaines qui vont alimenter. Enfin, on sait que on a pu détecter, on sait maintenant qui sont les personnes qui vont prendre tout ça en main pour faciliter, pour faire en sorte que les experts puissent vraiment être aux commandes, aux manettes, et faire en sorte que toute la région puisse avancer. Et en travaillant au niveau régional, eh bien, nous sommes en mesure également d'améliorer la dimension nationale. On l'a vu cette semaine. C'est une initiative AI for Belgium, et dès le début, on a quand même voulu lui donner une dimension internationale. Tous les experts actifs dans les groupes de travail apportent avec eux leur réseau, et cela permet de créer un effet boule de neige. Très bien, merci beaucoup. Je pense que le moment est venu pour moi de vous présenter Sabine Demey. Sabine, qui a été très très active pendant cette semaine de l'intelligence artificielle pour la Belgique, pour l'Europe. Donc Sabine travaille à l'IMEC. Et donc le lien entre Fari et Flanders AI peut paraître évident, mais est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un peu quel est l'écosystème de Flanders AI en termes de recherche, mais aussi en ce qui concerne le soutien apporté aux startups? Oui, moi aussi j'ai des diapos. Alors, on va essayer de les retrouver. Alors oui, effectivement, c'est un grand plaisir pour moi que d'être ici et de vous présenter les projets en Flandre, projets soutenus par le gouvernement flamand. Le budget est d'environ 32 millions d'euros par an, et ces montants sont attribués aux 3 piliers que vous voyez ici. J'ai une slide sur chacun de ces piliers. Donc il s'agit d'une part de la recherche, un soutien direct aux entreprises et aux organisations par le biais de l'adoption de l'IA. Et puis ensuite, nous avons des activités de soutien, comme vous pouvez les voir ici, en matière de compétences, d'éthique, de questions juridiques et de projets citoyens. On va regarder tout ça un par un. Et je voudrais également vous parler un petit peu d'un écosystème qu'on a mis en place en Flandre et qui permet à toutes ces activités d'être entreprise par de nombreux partenaires qui collaborent étroitement. Le plan des Flanders est également de planifier ces différentes initiatives sous un seul et même parapluie, on va dire, sous un seul et même chapeau. Alors, je suis directrice du programme de recherche, mais en fait, ici, je suis surtout l'ambassadrice du plan dans son ensemble. Le programme de recherche en tant que tel, si vous souhaitez avoir davantage d'informations à ce sujet, vous avez le site web qui est à l'écran. Donc, quand le programme a été lancé en 2019, eh bien, avant cela, en fait, il y avait eu plusieurs acteurs en Flandre qui s'étaient réunis et qui ont pu identifier certains domaines clés qui a permis l'adoption d'intelligence artificielle. Vous avez le domaine de la santé, de l'énergie, des questions liées à la gouvernance, aux citoyens et à la société. Et vous pouvez voir également qu'en termes de besoins, nous avons pu identifier 3 thématiques principales sur lesquelles nous avons l'intention de travailler ou sur lesquelles nous travaillons déjà dans notre programme de recherche. Alors, il s'agit évidemment de l'IA pour les personnes, centrée sur les humains. Nous avons la collaboration aussi entre les systèmes d'IA et les humains, la question de l'efficacité énergétique de l'IA, parce que l'IA consomme énormément d'énergie, on le sait, on en a parlé. Donc il y a cette question de l'écologie, du développement durable. Et aussi d'un point de vue pratique, si vous souhaitez avoir une IA dans différents appareils, il faut vraiment que cette IA soit beaucoup plus efficace du point de vue de la consommation d'énergie. Les systèmes d'IA doivent également être plus productifs pour être utilisés dans les entreprises. Il y a un aspect qui est aussi l'efficacité des données. Ça coûte beaucoup d'argent de traiter des données, d'étiqueter les données, donc on essaye de travailler sur des données plus data efficientes. Sur ces domaines, vous pouvez voir à droite qu'il y a un élément clé de notre programme de recherche, le fait notamment que nous travaillons à partir de cas d'usage. L'idée est de pouvoir, par exemple, détecter des crises d'épilepsie ou de travailler sur l'amélioration de la production d'énergie éolienne.
Donc il y a toute une quantité d'applications et nous avons validé des thématiques de recherche sur la base de ces cas d'usage. Vous avez également un exemple qui est lié à des séries temporelles et à l'efficacité énergétique. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'universités qui sont impliquées, ainsi que le Centre de recherche stratégique qui joue également un rôle important dans la connexion entre les recherches universitaires et les entreprises, donc pour faire le lien entre les deux. En ce qui concerne maintenant le soutien direct apporté aux entreprises et aux organisations, vous voyez ici une organisation qui soutient les activités liées aux avis, aux sections, et qui organise des sessions de coaching pour les entreprises. Là encore, ça crée un lien entre les universités et les entreprises pour renforcer les compétences et les diffuser. Nous avons également la possibilité de mettre en œuvre certaines solutions au sein de PME. Vous voyez également des autres organisations comme Agoria et d'autres organisations qui permettent de traiter avec plusieurs entreprises, notamment dans le secteur de la technologie. Ce qui est important également, ce sont les activités de soutien. Les compétences sont clés et pour cela, il y a différentes thématiques comme VAIA, par exemple. Donc ça, c'est l'Académie d'IA en Flandre. Il y a des programmes pour les professionnels et nous investissons beaucoup dans l'éducation professionnelle, mais aussi l'éducation dans les écoles, les grandes écoles. Et vous voyez que nous avons également un centre de connaissances qui se penche sur les aspects éthiques et légaux. Ça, c'est en bas à droite. Vous voyez également des exemples de projets citoyens où les gens, chacun peut contribuer, peut proposer des suggestions sur plusieurs cas d'usage. Et tout cela se fait en collaboration avec différentes entreprises et centres de recherche. Alors, nous recherchons, vous le voyez ici, nous voulons améliorer l'adoption de l'IA, on le voit dans le contexte européen. On essaye d'avoir un avenir numérique plus centré sur l'humain, qui se concentre sur le bien-être, mais aussi sur l'innovation et la croissance économique. Nous avons un écosystème flamand très fort pour ce faire et nous avons également travaillé jusqu'à maintenant dans un contexte international que nous souhaitons renforcer encore. Et bien entendu, nous travaillons par exemple avec mon collègue, nous avons eu plusieurs réunions parce qu'il y a à l'évidence des complémentarités dans nos domaines de recherche. Merci beaucoup Sabine. Je vais maintenant poser la même question quant à l'importance d'AI for Belgium. Et pour vous, qu'est-ce qui manque en Flandre ou pour Flanders AI pour faire de cette entité une entité aussi compétitive que vous le souhaitez, mis à part le financement? Je pense que la collaboration porte déjà ses fruits et poursuivre cette collaboration, rassembler les centres de recherche, les entreprises, les universités pour qu'elles poursuivent cette collaboration qui a déjà beaucoup avancé dans le cadre de ce programme, la pousser plus loin. Cela fait partie de nos priorité, faire en sorte que le transfert de connaissances et la promptitude des technologies soient au rendez-vous. On est connu pour ses atouts et puis aider les startups à croître. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de très bonnes choses et poursuivre sur cette voie qui est très positive, maintenir le même niveau d'enthousiasme permettra d'engranger des résultats encore meilleurs et poursuivre aussi la collaboration avec d'autres acteurs au niveau belge, au niveau international. Ça ne peut aussi qu'être un atout pour nous. Je repasse au français, dit Madame. Le prochain panéliste est Benoît Mac. Il est co-coordinateur de l'Institut Trail, professeur à l'Université catholique de Louvain. Donc l'Institut Trail, mais qui est surtout aussi un réseau, un écosystème, avec la définition donc, donnée plus avant d'avoir ce lien ensemble. Donc voici la présentation de Benoît. Voilà, merci beaucoup. Et je voulais d'abord remercier les amis français, Maël,
pour l'organisation ici. J'ai passé un très bon moment avec les mini-pitchs de différentes institutions bien connues chez nous en Belgique, et des jeunes qui sont venus parler de leurs travaux. C'était vraiment sympathique. Il y avait aussi des Belges et des Luxembourgeois. Donc c'était vraiment très intéressant. C'était un petit peu le but aussi de cette journée, et de se parler par après. Je vais essayer de connecter à ce qu'on fait. Alors Trail, c'est un institut qui s'intègre dans une politique plus large de la région wallonne. La région wallonne a un plan stratégique qui a été élaboré il y a quelques années, qui s'appelle Digital Wallonia. Et dans ce plan, on a une branche qui s'appelle Digital Wallonia for AI. Et la région wallonne, ce qu'elle a commencé à faire, c'est avant de lancer un gros programme de recherche, on a fait des petits sondages qui s'appellent Start IA et Tremplin IA, qui ont mis en connexion des petites sociétés, des petites startups de services avec des sociétés qui avaient besoin de se transformer par l'IA. Donc il y a eu d'abord cette phase initiale, hein, d'essayer de voir, de cut and try, d'encourager des startups pour travailler sur des grands comptes à la transformation de l'IA. Et puis après ce programme Start IA, Tremplin IA, il y a eu le lancement d'un programme beaucoup plus ambitieux qui a regroupé les 5 universités francophones de Belgique, plus 4 centres de recherche agréés, des mini INRIA si vous voulez, hein, qu'on a, ou des mini IMEC qu'on a mis ensemble d'entre elles. Et donc ces 4 centres de recherche agréés plus les 5 universités se sont groupés pour faire l'Institut Trail. Et l'Institut Trail, son mode de fonctionnement est ici. C'est un slide qui était préparé par Anne-Laure Kadji que vous avez vu ce matin. Vous voyez qu'en fait on a 4 axes de recherche et qu'on a 7 grands défis. Ça, c'est l'architecture de base. Donc 4 axes de recherche qui regroupent une 50aine de PhD students, en plus des PhD qu'on a dans nos laboratoires, et 4 thèmes de recherche, donc dans lesquels la région wallonne a des choses à raconter, a des choses à faire, et a de la compétence de niveau international. Donc le premier axe, c'est l'interaction humain-IA. Et là-dedans, bien sûr, on travaille comme tout le monde sur l'explicabilité des décisions. On a un point fort dans tout ce qui est consensus. Donc quand il y a des groupes d'humains qui ont des jugements différents ou des opinions différentes, des médecins qui doivent faire un diagnostic en équipe, comment agréger des groupes humains autour de l'IA. On parle parfois de coalition apprenante, c'est des choses qui nous amusent bien. Deuxième point sur lequel on est fort en Wallonie, mais aussi en Flandre, je le reconnais, hein, donc c'est la crypto, hein, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est sécurité des données. Je ne sais pas si vous savez, mais le chiffrement utilisé au niveau mondial, hein, c'est l'Advanced Encryption Standard, c'est un produit belge et c'est utilisé partout aux États-Unis. Donc on a des bons cryptos ici. On a notre ancien collègue Jean-Jacques Cusquater qui est très connu à l'ENS. Enfin bref, crypto et IA, on a un point fort qu'on cultive. Et alors le troisième, c'est tout ce qui est hybride, donc modélisation et IA. Donc si on a une régression à faire, si on doit tracer une droite entre 2 points, on ne va pas faire du deep learning. Si on a une connaissance précise d'un modèle de four à verre et qu'on a toutes les équations aux différences finies qui permettent de décrire un processus, on ne va pas faire de l'IA non plus. Donc le couplage entre modèle et IA est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et enfin, c'était une thématique de toute la semaine, je crois, et qui est une spécificité de l'Europe, c'est d'éviter des IA centralisées, travailler sur de l'IA dans les edges, c'est très très important. Et alors donc ça, c'est les 4 silos de compétences. Et donc je pense qu'on pourra se connecter davantage avec les collègues français. Je vous signale qu'il y a des programmes qui nous permettent de mieux nous connecter entre chercheurs. Hein. Il y a des programmes tournesol, mobilité, etc. Il faut absolument qu'on active ça. Il faut qu'on se parle un petit peu en fin de réunion. Et puis autour de ça, donc, on travaille sur 7 grands défis qui impliquent des entreprises, des universités, des centres de recherche. Je ne vais pas détailler ces grands défis. Ces grands défis, on les opère autour d'une Trail Factory. Hein. Donc dans la Trail Factory, eh bien, on a des briques logicielles qui sortent des grands défis et qui permettent d'accélérer un transfert vers les entreprises, ou dans les grands défis, on peut mêler des entreprises aussi qui amènent des compétences. Dans la Trail Factory, on veut aussi que chaque thésard qui travaille dans un des 4 axes passe 15% de son temps dans la Trail Factory ou dans les grands défis, et chaque thésard doit être porteur d'une technologie de pointe qu'il utilise dans ses recherches doctorales. Donc il est champion d'un outil, il est tool champion par définition, et peut être appelé par une entreprise ou par quelqu'un en application. Alors je voudrais revenir sur les 7 grands défis. Cet été, on a pris les 7 grands défis, on a mis tous nos chercheurs
pendant 15 jours sur le plateau du Saclay. On a papoté avec les copains de l'ENS. J'ai vu qu'il y avait une doctorante de Pablo Pientanada dans la salle. Je ne sais plus, en tout cas dans les pitchs, je ne sais pas s'il est dans la salle. Voilà, c'est tous des gens qu'on a vus. On a vu les gens de Thales, on a vu tous des personnes clés du plateau du Saclay. C'était vraiment bien sympa, je vous passerai la parole après. Et cet été, on reprend de cette défi et on les déplace à Berlin. Donc on a un lien fort avec les Fraunhofer, le DFKI, le Berlin Health Institute. Et donc nos 7 défis vont être placés à Berlin. Et donc nous invitons les jeunes collègues français qui veulent passer 15 jours à Berlin de venir bosser avec nous sur nos 7 défis. Vous allez voir sur trail.ac. Et donc on aura des chercheurs allemands aussi avec nous. Et donc c'est aussi une façon pour laquelle je voudrais plaider, c'est qu'on peut faire des grandes coupoles européennes aussi, mais très dans le concret sur des défis partagés, des grands challenges, ce que vous avez présenté en Federated Learning. Donc on travaille sur des coalitions apprenantes avec des aspects de differential privacy. C'est un des grands défis qui est là-dedans, avec des applications en médecine. Le monsieur qui a présenté des trucs en génomique, là, qui est là-bas au fond, c'est des choses sur lesquelles aussi on a des connexions dans des grands défis. Et donc ces grands défis, on pense que de faire de temps en temps une école d'été, mettre les gens pendant 15 jours quelque part, mais les mains dans le cambouis, pas uniquement parler comme dans une conférence, mais venir avec des briques logicielles, les plugger ensemble, regarder comment ça se passe, partager des données, c'est très très important. Et donc nous, on voudrait promouvoir chaque été une école doctorale, enfin un événement autour de ça. On l'a fait un peu à l'arrache cet été sur le plateau du Saclay. On s'est bien amusé dans cette espèce de ferme attenante au plateau du Saclay. C'était amusant d'ailleurs de voir tous les ingénieurs de Thales venir débarquer là-dedans, se demander où ils étaient. Mais au bout d'une demi-heure, la glace était brisée. On a eu un bon moment. Voilà, on va faire la même chose à Berlin cet été. Et bienvenue avec nous si certains d'entre vous veulent jouer dans notre écosystème. Voilà, je crois que j'étais fort bavard. Et donc, je vais vous passer la parole. Il me reste une question, Benoît. Forcément, les petites questions surprises. Tu peux garder le micro. Oui, je garde le micro. Donc effectivement, on a parlé des connexions recherche, surtout dans le monde européen. On en parlait avec la France et puis avec Berlin prochainement, avec les projets européens qui sont montés, etc. Mais pour toi, quel est le frein aujourd'hui, s'il y en a un ou s'il n'y en a qu'un, de pénétration du marché au niveau des petites et moyennes entreprises, wallonnes ou européennes ? Le frein... il y a une série de start-up dans notre écosystème qui démarrent. Et effectivement, le frein, c'est... je ne sais pas comment faire. C'est vrai qu'une start-up aux États-Unis, elle a tout de suite accès à un marché de 300 millions de personnes. Une start-up en région wallonne, elle va commencer par la Wallonie, puis son marché voisin qui est la France, peut-être un peu l'Allemagne, la Hollande. On a des marchés beaucoup plus petits. Et donc, tout ce qui pourrait rendre les sociétés avoir un marché plus large directement. Et effectivement, on en a parlé en début d'après-midi, tout ce qui est croissance, les phases 1, phase 2, phase 3, c'est très important. Une chose qui nous a été dite dans la région wallonne, et là je plaide un peu pour ma chapelle, c'est qu'en fait, ce qui manque aussi pour la croissance des entreprises, et on fournit d'ailleurs pas mal de main-d'œuvre à l'écosystème français, c'est les cerveaux. Donc c'est des gens formés. Donc former beaucoup de personnes, parce que beaucoup de boîtes... les freins à la croissance, Sabine, c'est peut-être la même chose en Flandre. Le frein à la croissance, c'est pas tellement l'argent pour la croissance, mais c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter assez vite les personnes dont ils ont besoin pour recruter leurs personnes. Mais j'ai des PhD qui se retrouvent chez Hawking à Paris ou d'autres choses comme ça. Voilà. Donc on va engager des Parisiens, nous autres ici. On a quelques Français dans nos labos. C'est pas rare. Merci Benoît. Oui. Donc on va pouvoir passer la parole à Sarah Cohen-Boulakia, qui est professeure à l'université Paris-Saclay, membre du comité exécutif de Data IA. Donc on en a entendu parler, on a commencé par la France, on revient par la France. Donc l'importance des données, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé dans les pitchs précédents. Pourtant, j'ai essayé d'avoir la réponse, mais ce n'était pas visiblement un des freins ou le frein le plus prégnant. Pourtant, on sait que les données, l'exploitation des données, la représentation des données, les réglementations autour des données. Donc voilà, expliquez-nous un petit peu tout ce que fait Data IA pour l'écosystème français et européen.
Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction et puis merci pour cette invitation et puis pour être resté jusqu'à 7 heures alors qu'on a commencé très tôt ce matin et qu'on s'est levés tous pas mal tôt. Alors oui, l'Institut Dataïa, en fait, c'est l'Institut IA de l'Université Paris-Saclay avec tout son écosystème, c'est-à-dire son université, ses établissements partenaires, ses organismes nationaux de recherche et ses universités proches, donc Versailles et Évry. Donc c'est une très grosse structure qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui était donc effectivement un peu, oserais-je le dire, précurseur peut-être de certains 3IA. Disons que ce sur quoi on a joué nous très très vite, vu la taille de l'établissement, c'est justement la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité. L'IA en tant que telle, tout seul, que des experts en mathématiques appliquées et ou en informatique, ça peut marcher un certain temps, mais c'est pas le pari qu'on a pris. Donc nous, on a tout de suite construit en interdisciplinarité, alors à l'interface même des disciplines Cœur IA, donc justement, informatique, maths et puis sciences de l'ingénieur. Et puis à l'interface avec d'autres disciplines. Depuis l'astrophysique en passant par la santé jusqu'au droit, bien sûr, où on a vraiment tout ce type d'expertise et tout ce panel d'experts qui travaillent ensemble. Et ça, c'est long à construire. Et l'avantage, c'est que comme justement on n'est pas tout jeune, et maintenant ça fait partie des expertises qu'on a, de savoir comprendre comment travailler ensemble vraiment dans un contexte interdisciplinaire. Donc voilà, Data IA, il y a une part data qui est particulièrement importante. Donc nous, on se définit comme étant en IA et en sciences des données. On est obligé de rajouter quand même cet élément-là qui nous semble au cœur et à la base même de la compréhension qu'on peut avoir de l'IA. Bon, donc là, ensuite, vous avez un certain nombre de chiffres pour vous montrer à quel point, effectivement, on est j'allais dire, imposant. On a 1000 chercheurs et donc 42 laboratoires qui sont impliqués dans Data IA. Et ce que vous voyez sur la droite de mon slide, et j'y reviendrai, c'est qu'en fait, au niveau logiciel, nativement, déjà, à Paris-Saclay, on a cette chance d'avoir un certain nombre de chercheurs qui sont reconnus, des groupes entiers qui ont l'habitude de travailler en interdisciplinarité autour de briques logicielles qui sont fondamentales en IA. Alors, j'ai travaillé un petit peu, parce que c'était un peu la feuille de route qu'on m'avait donnée, sur quel type d'échange on peut faire. Donc aujourd'hui, c'est une magnifique journée. Et encore une fois, je vous remercie pour cette invitation. Mais j'allais dire, c'est une journée, on ne peut plus top-down. Ça vient de tout au-dessus, on va chercher des gens et puis du coup on est ici mais on ne s'est pas choisi, si j'ose dire. Donc maintenant il est temps de jouer un peu, j'ai cherché des solutions un petit peu plus justement bottom-up dans lesquelles ensemble on peut construire des choses et donc dans Data IA il existe déjà un certain nombre de financements ou de types d'appels qu'on doit pouvoir utiliser dès demain si on le souhaite. Alors la première chose c'est évidemment au niveau animation scientifique, monter des séminaires et autres, on commence à avoir une sacrée expérience. On a notamment une équipe, c'est l'avantage, au niveau communication et autres, qui nous aident et qui construisent comme ça des programmes assez rapidement. Et l'avantage de cette pandémie, il faut quand même en trouver un, c'est qu'on a appris quand même à travailler en distanciel et que maintenant les outils et autres, on les gère. Donc monter très vite des échanges sur justement un certain nombre de challenges qu'on partage et un certain nombre de priorités qu'on partage, c'est vraiment facile. Alors dans Data IA, et j'ai été absolument ravie de la session précédente au niveau des étudiants, si on croit en un point, c'est en la jeunesse. Il n'y aura pas d'IA, il n'y aura pas d'avenir sans des doctorants qui se parlent. Et ce qu'on a vu à la session précédente, où un certain nombre d'entre nous étaient, c'est qu'en fait, les doctorants, ils ont à peine besoin de nous. Ils interagissent très vite, ils se posent des questions, ils se le créent leur réseau, ils se les posent, les vraies questions. Ils les ont déjà, eux. Ils deviennent
deviennent experts et se sont appropriés complètement le domaine. Et donc nous, justement, à Dataïa, plutôt que d'avoir j'allais dire, alors le prenez pas mal, hein, mais des écoles d'été dans lesquelles, le plus souvent, ce sont des seniors qui viennent faire des cours. Donc les seniors donnent et les juniors prennent. On est dans des techniques dans lesquelles on est rompu à l'exercice, on en est à la 5e. On fait des junior conférences. Donc je peux vous en décrire plus un peu plus tard, mais voilà, l'idée c'est de faire que les jeunes s'emparent de ce type de thématique et ça marche particulièrement bien. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on sait mettre en place. On pourrait tout à fait décider, par exemple, que la future junior conférence, on la fait conjointement avec la Belgique. C'est pas quelque chose qui serait difficile à faire. On a parlé, donc nous on travaille beaucoup avec l'Allemagne, notamment avec Humboldt, et on a déjà échangé avec Humboldt sur le projet d'en faire une. Bon, on a eu la pandémie entre-temps, donc dans les autres points, donc ça c'est au niveau animation scientifique. Si maintenant on regarde un autre aspect d'échange facile à mettre en œuvre et qui marche en bottom-up, c'est tout ce qui est aide à la mobilité des étudiants. C'est bête, mais vous faites le trait d'union. Donc, entre nos recherches. Sans vous, il n'y aurait pas de recherche sans étudiants. Donc, que ce soit un étudiant de master ou un étudiant en thèse, venir passer 3 mois à Saclay ou nous envoyer nos étudiants 3 mois à un endroit, ça permet de démarrer quelque chose. Personnellement, je ne crois pas en un projet qu'on va monter from scratch entre 2 universités, voire 2 disciplines, comme on peut l'entendre de temps en temps, qui ne se connaissent pas et qui vont, parce qu'il y a un appel, découvrir qu'ils ont des points communs. Bon, voilà. Donc, alors le dernier point, c'était les data challenge. Donc ça, on a une grosse expérience dessus, notamment autour de Scikit-learn, et ça marche particulièrement bien quand on veut faire s'échanger des seniors et des juniors ensemble dans la même salle avec des pizzas. Ça, c'est super. Et voilà, j'avais un dernier slide, mais plus pour, j'allais dire. Voilà, plus pour vous montrer l'écosystème complet de Dataïa. Donc tout en haut, vous avez Dataïa dans sa région Île-de-France, puisqu'en fait, évidemment, on n'est pas déconnecté des instituts 3IA. En bas du slide, vous avez plutôt les aspects club des partenaires et liens avec l'innovation. Et sur la droite, j'ai mis un certain nombre, j'en ai extrait, hein, j'ai mis un certain nombre d'instituts, of course, avec lesquels soit on a échangé des étudiants, des profs invités, soit on a fait des séminaires communs, soit dans le cas de Trail, on a même un projet Dataïa, imaginez-vous, sur l'aide à la recherche d'emploi pour des personnes qui n'ont pas d'emploi, en commun avec Dataïa, déjà. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des petites mains qui se lèvent, il y a encore des prises de parole, ça a suscité des « Ah, j'ai oublié de dire ça ». Oui, en fait, on doit partir avec Nathalie dans 5 minutes pour un autre événement, mais je voulais dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément été abordé par aucun d'entre nous aujourd'hui, qui est aussi la question de l'accès au calcul, au supercalcul de recherche notamment. Je voulais simplement citer que on a un organisme public qui s'appelle le GENCI, qui est le pôle français du programme PRAS, et qui a développé quand même des services assez intéressants avec des ingénieurs, avec un accès très facile à la recherche, mais aussi aux startups et aux grandes entreprises, qu'il se positionnera à un moment venu vers la classe Exascale, mais on n'en est pas encore là. Et je trouve que ce serait intéressant entre nos 2 écosystèmes aussi que ces équipes de soutien à la recherche se parlent, parce que on a noté que ce programme, en 2 ans d'existence, il a aidé 1100 projets de recherche. Donc c'est vraiment un accélérateur de diffusion. Ouais. Et je pense que faire en sorte que nos 2 écosystèmes, sur ce plan-là, avec l'équipe de Stéphane Requena et l'équipe du ou des opérateurs belges, ça serait intéressant aussi qu'on les mette en contact, Nathanaël. Et je crois que c'est un vrai facteur d'accélération aussi. Très bien, merci. Est-ce que vous avez quelques questions ? Il nous reste quelques minutes pour vous, pour clarifier certains points. En tout cas, vous avez appris que ceux qui veulent bouger en Belgique, c'est les Français qui sont là. Nous avons les moyens de vous accueillir. Les jeunes chercheurs. Et donc, alors un petit mot de la fin, si tout était bien clair. En un mot, parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps, selon vous, quel est le prochain challenge pour l'intelligence artificielle ? On peut faire passer le... Alors, nous, notre prochain challenge, je l'ai dit, c'est de faire... en fait, en médecine, on a pensé que
l'intelligence artificielle allait remplacer le radiologue. Et en fait, il s'est avéré que le radiologue qui utilise l'IA remplace le radiologue qui ne l'utilise pas. Ben, nous sommes convaincus, je vais finir par là, que l'IA qui utilise une coalition d'humains va remplacer l'IA qui ne l'utilise pas. Donc on travaille beaucoup sur le côté coalitionnel et l'IA au milieu d'une coalition d'humains qui ont des opinions différentes pour prendre les meilleures décisions. Ça, c'est notre futur. Merci pour ces jolis mots. Ouais. Sabine, what's the next challenge for you? Yeah, well... Tout à fait d'accord avec Benoît. Une intelligence artificielle centrée sur l'homme. Alors, approfondir peut-être pas le volet technique de l'intelligence artificielle, mais plutôt le volet humain pour relever ces défis, effectivement. Eh bien, je pense que au cours des 3 à 4 dernières années, les partisans de l'intelligence artificielle, ils sont au rendez-vous. Néanmoins, il y a encore beaucoup de PME qui ne sont pas encore prêtes, qui n'ont pas le temps, et la pandémie n'a pas aidé à se diriger vers et à s'acheminer vers l'intelligence artificielle. Il y a aussi des pans entiers de la population qui se méfient de l'intelligence artificielle. Mais relever le défi des PME est le défi par excellence. Il faut absolument augmenter la taille des formations, la diversité des formations. Donc on engage un plan de 700 millions d'euros. On a les premières auditions d'une tranche de 50 millions la semaine prochaine. Tout le monde se prépare, y compris Sarah. Et puis l'autre sujet, je pense, c'est Embed AI. Il faut aller tranquillement, mais assez rapidement vers l'IA embarquée. Aujourd'hui, c'est un domaine qui va se développer très fort, et c'est un domaine dans lequel les places internationales ne sont pas encore prises. L'Europe a sa chance peut-être de rattraper aussi une partie de son retard. Et donc, il faut absolument qu'on coopère et qu'on joue européen collectif avec l'émulation nécessaire. Merci. Sarah. Alors moi j'avais 2 points, mais le premier c'est le même que Renaud, c'est la formation et l'interdisciplinarité où il faut pousser les disciplines, effectivement. Ça suffit d'être dans un monde dans lequel on doit rentrer dans des cases. L'interdisciplinarité, ça doit inventer de nouvelles cases. Voilà, ça c'est le point, je dirais, probablement le plus important. Et le deuxième, c'est l'image de l'IA. Le geek, le mathématicien avec son tableau rempli de craie et autres, on en a besoin. Évidemment, on en a besoin, mais pas que. Il nous faut être capable d'être plus ouverts et d'avoir une représentation de l'IA de façon générale beaucoup plus ouverte. C'était pas voulu, mais le mot de la fin, Nathanaël. Merci beaucoup. Alors ça me donne l'occasion de rebondir là-dessus, parce que ce qu'on aimerait bien monter, c'est une initiative qui s'appelle Utopia, qui serait une initiative européenne où les écoles d'ingénieurs, les écoles de design et les citoyens travailleraient ensemble à construire une image positive, donc une utopie plutôt qu'une dystopie de l'IA. Et donc ça me permet d'enchaîner avec, effectivement, comme ça a été dit, le premier défi, c'est certainement la formation, les compétences du 21e siècle, etc., à différents niveaux, en particulier les citoyens et les politiques, je dirais, mais évidemment les SMIs et évidemment nos étudiants, etc., de manière large et transdisciplinaire. Donc c'est pas que les étudiants ingénieurs, c'est étudiants en histoire, en droit, en médecine, qui doivent comprendre aussi les transformations qui sont là. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi.